Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet total mindset. On va aborder les 4 leviers pour être et agir en dirigeant une croissance. Donc je pèse mes mots, il y a vraiment l'idée être, il y a le mot agir, action, et en dirigeant de croissance qu'on va essayer de diriger et non pas seulement gérer, et de croissance qu'on va voir le long terme. Donc là un petit peu, ça s'adresse tant pour les personal trainers, solopreneurs, tant pour les chefs d'entreprise, entrepreneurs, principalement dans la remise en forme et club de sport. Mais vous allez voir que en partageant cette expérience, en partageant ces leviers dans les groupes de dirigeants dont je fais partie, quel que soit le secteur d'activité, on va voir que ces sujets sont communs. Donc là un petit peu, l'idée c'est de voir ces 4 leviers, vous les partagez, vous allez voir que ça part avant tout d'une vision, et une vision audacieuse, qui est incarnée bien entendu par le dirigeant, et cette vision en fait va guider très souvent les décisions qui sont plus ou moins complexes à prendre pour essayer de tendre vers un avenir qui soit florissant. Voilà un petit peu, l'objectif c'est également de viser une croissance qui est durable, toujours long terme, même si on est une société où des fois on prend des décisions à court terme et on veut du résultat tout de suite. Pour moi c'est du long terme qu'il faut aller chercher. Pourquoi ? Parce que l'objectif, ça devient vital d'avoir des décisions long terme, parce qu'on va chercher la pérennité de l'entreprise. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment la pérennité et le long terme, et au-delà de la vision et d'avoir cette vision long terme, on va chercher à la faire vivre avec des valeurs. Donc c'est vraiment un esprit qui est enraciné en fait dans des valeurs, et ces valeurs vont prioriser en fait un développement qui est ciblé et qui est géré de manière assez habile. Et on va gérer quoi ? Des ressources. Des ressources, pour moi ce n'est pas que des ressources financières, c'est bien entendu une aventure, donc des ressources humaine. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment également bâtir et créer une équipe solide. Et pour moi, il y aura 2 facteurs clés, je vous les donne un peu en teasing, qui sera la confiance et la délégation. Pour tout ça, le dirigeant, vous le savez, il faut qu'il ose affronter en fait des défis et créer une croissance qui est soutenue. Pour l'objectif, c'est de laisser en fait votre influence, ce que vous allez partager, ce que vous avez en vous, dans notre milieu qui est le secteur de la forme, de la santé et du bien-être, dans un milieu qui est hyper concurrentiel et dans une évolution constante. L'objectif, c'est aussi d'incarner et de se positionner pour vraiment jouer un rôle et d'influencer ce secteur. Donc voilà, donc je me répète, que ce soit personnel trainer ou un gestionnaire dans une boîte de la remise en forme, ça va à mon sens vous inspirer, et à mon sens vous allez pouvoir retenir ces 4 facteurs. Les 4 facteurs, je vous les donne, ça va être en fait un dirigeant inspiré, le deuxième c'est une équipe performante, le troisième c'est un projet d'entreprise qui soit visionnaire, et le quatrième c'est une gouvernance éclairée. Et on va voir un peu ces quatre éléments-là. Et je commence avant tout, avant d'aller sur la partie dirigeant inspiré, par une citation qui m'inspire moi-même au quotidien. L'art du dirigeant de croissance réside dans un équilibre qui est subtil entre ambition et réalisme. Et les années passant, je vois bien que c'est un art plus qu'autre chose. On voit l'école du dirigeant, en soi, il n'y en a pas. On le découvre après, petit à petit également sur le terrain. Et c'est toujours vraiment équilibre, et j'insiste sur l'aspect subtil, entre ambition, parce qu'on a plein d'ambitions qui soient personnelles, qui soient mises en place pour l'aspect professionnel, et le réalisme, parce que entre ce que vous avez décidé de faire et l'aventure, j'appelle ça vraiment l'aventure, parce qu'en fait le chemin pour arriver petit à petit à la vision, des fois elle est pas plus ou moins chaotique, plus ou moins rapide, et des fois on est plus ou moins surpris par soit des choses qui sont plutôt négatives avec des obstacles, soit à l'inverse, des rencontres, des opportunités qui se mènent à nous, et donc qui accélèrent ou qui prennent des formes des fois un petit peu différentes. Et moi, ce qui m'éclate au quotidien dans ce parcours de créateur et d'entrepreneur, c'est justement ce chemin, et de moins en moins la finalité.
Bien entendu, la finalité elle reste importante et il faut avoir des objectifs soutenus. On est parti pour la première étape. Pour moi, grande étape, c'est le dirigeant inspiré. Parce que oui, votre entreprise, l'ensemble va être orienté sur une personne à la base, hein, votre entreprise, une personne morale. N'empêche que c'est vous qui êtes le fondateur, ou alors vous avez repris la boîte, mais c'est vous qui allez devoir, alors je dis devoir, mais pour moi, ce n'est pas un devoir, ça se fait naturellement, mais inspirer. Donc, ce dirigeant de croissance, et j'aime beaucoup appeler ça croissance, qu'on va essayer de croître, et encore une fois, pas que au niveau chiffre, doit être en fait animé par un moteur qui doit être vraiment profond. Quand je dis profond, ça doit être vraiment ancré, et au-delà de la simple quête de profit purement financier. Ça peut être un moteur, bien entendu, et j'espère que l'objectif, c'est de pas être, d'avoir de tabou là-dessus, et d'avoir une ambition, mais si on vise du long terme, ça peut pas être le seul moteur et j'espère qu'il soit pas le tout premier qui vous anime. Cette liberté d'entreprendre, si vous êtes bien entendu entrepreneur, on cherche cette partie de liberté, l'accomplissement personnel, la passion et l'innovation, donc ces 4 points-là, sont en fait les forces puissantes, à mon sens, qui guident le dirigeant. En tous les cas, pour moi, c'est ces 4 éléments qui me guident au quotidien. Pour libérer du temps et mieux se concentrer en fait sur les enjeux qui sont futurs, toujours voir le devant de la scène, ce qui va se passer par la suite, eh ben, l'objectif du dirigeant, c'est d'organiser pour déléguer judicieusement toutes ces tâches. Donc j'insiste, organiser pour déléguer. Et ce choix stratégique, pour moi, qui doit être le numéro 1, petit à petit, alors c'est pas la première année quand on crée qu'on peut arriver à ça, hein, ça se fait petit à petit, step by step, mais n'empêche que c'est ce qu'il faut avoir dès le début dans sa tête, je pense, révèle en soi en fait la volonté de mener l'entreprise vers un avenir qui est plus prospère. Et quand je dis prospère, encore une fois, c'est financier, mais c'est également plus solide. C'est-à-dire que si on est ensemble et si c'est bien délégué, chacun sa mission, chacun ses rôles, vous allez voir qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble. Les obstacles éventuels, parce qu'ils éventuels mais ils vont arriver, hein, sont souvent d'ordre, j'allais dire, psychologique. C'est pour ça que j'insiste sur le mindset, sur l'état d'esprit. Mais l'ADN du dirigeant, ce que vous avez en vous, l'ADN, quand je dis l'ADN, c'est des croyances, pour moi, doit vous inciter à transformer votre environnement. Plus vous allez travailler votre environnement, plus vous allez pouvoir vous adapter et être agile dans les décisions qu'il faut prendre. Si vous suivez cette discipline, parce que c'est une discipline, il faut être très rigoureux pour amener à être dans ce type de mindset, hein, c'est de répondre à des exigences, en fait, de croyances euh, qui va correspondre, en fait, à votre engagement envers ce que vous avez prévu de faire, envers le succès, envers la continuité de votre entreprise. Et je vais très loin parce qu'aujourd'hui j'ai 42 ans, mais je réfléchis également à demain. L'entreprise m'appartient, oui, mais demain l'objectif c'est d'être assez juste pour savoir quand est-ce que je n'ai plus ma place moi en tant que dirigeant. Donc vous voyez, je vois l'objectif, c'est de voir très très loin et l'objectif, c'est de mieux en mieux servir mes clients. Peut-être qu'à un moment, j'aurais plus ma place parce que j'aurais plus les compétences, parce que j'aurais plus l'inspiration, parce que j'aurais plus l'envie, parce que je serais trop vieillissant. Ça peut être l'ensemble des choses et c'est pas forcément que l'âge. Et donc, c'est être prêt à se dire comment s'engager vers ce succès continu qui, encore une fois, le succès, c'est d'appliquer votre vision. Donc, elle peut être chiffrée, pas forcément que financièrement, mais avant tout pour rendre service à nos clients. Pour moi, le dirigeant, il a 4 types de pouvoir. J'insiste sur le mot pouvoir, des fois il est mal perçu, surtout en France, mais par contre c'est intéressant de les connaître pour savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser et à quoi ils servent. Pour moi, le pouvoir, le premier, j'appelle ça le pouvoir souverain. Donc c'est l'avantage du pouvoir souverain, c'est de redéfinir concrètement la priorité. Donc le pouvoir souverain, en fait, il met en lumière le rôle du dirigeant en tant qu'actionnaire clé, parce qu'il est actionnaire, il est majoritaire souvent. Cependant, ce dirigeant reconnaît la distinction entre la croissance en tant qu'actionnaire, donc l'objectif chiffré, et donc l'action, en fait, les actions qui possède dans l'entreprise, et également les actions que possède l'ensemble des autres investisseurs s'il y en a. Donc l'objectif, c'est de comprendre que l'entreprise appartienne à plusieurs parties prenantes. Dans mon cas, je suis ultra majoritaire et dans la holding et après dans les structures, ça va dépendre des types des modèles et avec qui. Mais l'objectif, c'est d'éviter de concentrer le pouvoir sur soi
Donc c'est important d'avoir la majorité et de pouvoir décider, mais par contre, selon comment vous allez structurer votre modèle économique, c'est bien important de savoir qui a le pouvoir à quel endroit. Et le pouvoir, c'est pas forcément négatif, puisque ça permet de prendre les bonnes décisions. Et qui fait quoi, encore une fois. Pourquoi ce pouvoir souverain est important et redéfinir les priorités? Parce qu'en fait, ça assure la continuité de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. C'est avant tout, on est responsable de la durée, de faire vivre cette entreprise dans la durée. Et ça va permettre de valider aussi les orientations stratégiques en limitant, entre guillemets, les décisions qui sont prises par rapport à qui prend, à qui a on va dire, les aspects purement financiers, les pourcentages à qui appartient l'entreprise. Donc je suis pour bien sûr discuter de l'ensemble dans les équipes, ça n'empêche pas, mais à un moment, il y a des décisions qu'il faut prendre, et quand il y a des décisions qu'il faut prendre qui sont plus difficiles ou alors qui sont partagées entre plusieurs, soit on met un peu plus de temps pour délibérer et partager les opinions, mais c'est important qu'à un moment, il y ait une décision qui puisse être prise. C'est une des raisons pourquoi je ne suis pas pour le 50-50 pour la répartition des pourcentages chez les investisseurs dans les entreprises. Le deuxième type de pouvoir, c'est le pouvoir de contrôle et de surveillance. Donc on va y revenir dans la dernière étape, c'est ce que j'appelle la gouvernance efficace. On appelle gouvernance, on appelle co-strat, comité stratégique comme vous voulez. C'est le pouvoir de contrôle et de surveillance. Il est incarné en fait par des administrateurs, c'est le nom qu'on met pour les personnes qu'on nomme dans la gouvernance, qui garantit en fait le pouvoir exécutif, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va être appliqué, mis en place avec au nom de l'intérêt général de la boîte. Donc on verra par la suite la gouvernance qui est construit dedans, mais vous verrez que c'est des personnes avant tout qui ne sont pas intéressées. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ce type de pouvoir, parce qu'en fait c'est l'intérêt général qui va primer dedans et que ça va toujours dans l'objectif de jouer encore une fois sur la pérennité, j'insiste beaucoup dessus, et sur la performance durable de l'entreprise. Vous voyez, le début de mon intervention est beaucoup sur quelque chose sur du long terme, qui va à l'encontre, je sais, aujourd'hui de certains types de sociétés, mais je suis quasiment sûr que c'est une des bonnes décisions que j'ai prises dès le début, et c'est pour ça qu'on a cette longévité, et je parie beaucoup là-dessus. Une gouvernance qui est efficace assure en fait aussi l'harmonie entre les différentes parties prenantes de l'entreprise et qui maintient cette entreprise, encore une fois, sur la voie de croissance. Il ne faut pas oublier que la gouvernance a une liberté de parole, et ça c'est hyper intéressant, parce qu'on va voir que la gouvernance c'est aussi un certain mentor, parce que c'est un reflet, un miroir du dirigeant. Donc le pouvoir souverain, plutôt les aspects de redéfinir les priorités. Le deuxième, c'est le pouvoir de contrôle et de surveillance avec la gouvernance. On va revenir sur ce point-là tout à la fin. Le pouvoir exécutif. Donc exécutif, c'est exécuter les actions en tant que telles. Donc ça, pour moi, c'est le rôle vraiment du dirigeant. Diriger avec cohérence. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnel pur et dur. Et souvent, ceux que je croise, ils sont à tête baissée que dans l'opérationnel. Et je le vois avec mes managers de club, c'est ça au quotidien. Donc souvent, c'est ce type de pouvoir qu'ils ont que en tête. Mais bien entendu, il faut prendre de la hauteur parce que des fois, il faut agir à d'autres niveaux. Donc, ce dirigeant à un niveau de pouvoir exécutif, pour moi, c'est l'image du chef d'orchestre. C'est lui qui délègue, alors plus ou moins progressivement, là où il en est, les différentes décisions, les différentes responsabilités qu'il faut prendre, mais des décisions opérationnelles. J'insiste là-dessus, parce que les deux premiers pouvoirs, c'est des pouvoirs plutôt dans le lien stratégique. Là, on est dans l'opérationnel. Et donc là, il va jouer, on a dit dans la stratégie juste avant, on était sur un co-strat. Là, au niveau pouvoir exécutif, on est sur un CODIR. Un CODIR, c'est un comité de direction. Des fois, on peut même mettre certains copiles, des comités de pilotage. Donc là, on est vraiment dans, je vous l'ai dit, l'opérationnel et également le fonctionnel. Il y a ce type de pouvoir, en fait, ça garantit quoi? L'exécution efficace des stratégies qui ont été décidées. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de vraiment voir si le plan d'action est mis en place, les deadlines sont respectés et de voir vraiment faire évoluer pour trouver les décisions. Et c'est ça souvent qui manque dans ceux que j'accompagne. Ils sont purs et durs dans l'opérationnel, mais ils n'ont pas défini la stratégie avant. Et c'est ça qu'il faut mettre en place, puisque c'est ça qui permet de voir évoluer l'entreprise petit à petit. Quatrième type de pouvoir, à mon sens, c'est le pouvoir d'influence qu'il ne faut pas négliger. Donc là, l'objectif, c'est de multiplier les partenariats. On en parle
de plus en plus et je crois fortement à ce type de pouvoir qu'on ne parlait pas il y a à la génération, purement de mes parents. Donc ça va s'étendre ce type de partenariat, d'influence au-delà de l'entreprise. Ça peut bien sûr toucher les clients, les fournisseurs, les publics de manière générale, les employés, les partenaires financiers, c'est très large les partenaires. Mais le dirigeant sait que le succès, votre réussite dépend de votre capacité en fait à cultiver les relations et des relations plutôt positives, bien entendu, et à influencer, quand je dis influencer, ce n'est pas manipuler, influencer, c'est plutôt positif comme connotation, les partenaires externes. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de consolider bah, votre réseau et j'allais dire aussi les réseaux supports qui travaillent. Donc encore une fois, vous voyez votre entreprise plus largement que uniquement vos salariés. Souvent, on pense aussi aux prestataires de services, aux fournisseurs, mais c'est nettement plus large. Et ça, je pense que c'est hyper important d'aller travailler sur cette notion d'influence. Donc les quatre pouvoirs, les pouvoirs souverains, on redéfinit les priorités, le pouvoir de contrôle et de surveillance avec la gouvernance, le pouvoir exécutif pour diriger avec cohésion et avec cohérence, et le pouvoir d'influence avec l'idée de multiplier les partenariats. J'aime bien une petite citation, encore une fois, qui va peut-être faire réagir d'autres personnes ou qui va permettre d'imager, pardon, mon propos. C'est l'objectif de cultiver la croissance. Donc, je choisis mes mots, hein, cultiver. Pour ceux qui aiment bien la terre, ça met du temps, ça se travaille, hein. Cultiver la croissance, donc vraiment l'objectif d'aller croître, d'aller se développer, exige de bâtir sur des valeurs, ça j'insiste vraiment là-dessus, souvent c'est trop mis de côté, tout en se préparant à l'avenir. Donc c'est des valeurs au quotidien qu'il faut faire travailler, qu'il faut faire coexister, co-animer, et tout ça, ça permet de préparer l'avenir parce qu'en travaillant ces valeurs, vous allez voir que on parlait d'inspiration, vous allez inspirer les autres, vous allez croître vers l'avenir, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé dans le passé, mais de croître vers l'avenir, et c'est bien une aventure qui se vit petit à petit. Donc dans ces quatre pouvoirs, insistez beaucoup, moi j'insiste sur la notion de valeur. D'accord? Une fois qu'on a vu ces quatre leviers du dirigeant, c'est intéressant de voir également les missions du dirigeant. Soyez très clair avec vous-même dans votre boîte, quel est votre organigramme et qui fait quoi. Donc dans qui fait quoi, il y a les rôles et les missions. Et donc dans les missions, quelle est la mission de vous en tant que dirigeant par rapport à votre boîte? Je vais vous donner ce que je pense, moi, par rapport à la partie dirigeant. Parce que c'est une responsabilité qui est assez complexe, faut pas le cacher, mais qui est cruciale, parce que qui moi va être guidé entre guillemets par deux grands piliers. Et c'est ces deux grands piliers que je vais vous donner, parce que pour moi des piliers ouverts, c'est de l'action qu'il faut avoir. Donc je vais pas faire la liste concrète de toutes les missions, tâches au quotidien qu'il faut avoir. Je vais plutôt vous orienter sur deux missions pour après faire le détail de vraiment des actions qu'il faut mettre pour réaliser la mission. La première, c'est d'élaborer la stratégie solide, j'insiste sur le mot solide, et de piloter son exécution. Donc, on est bien sur le dirigeant, j'insiste vraiment là-dessus, et le dirigeant, c'est vraiment l'objectif au niveau de la stratégie. D'accord? La grosse différence entre la partie direction et exécution. Donc, je redonne, c'est d'élaborer une stratégie solide et de piloter, donc pas forcément faire, de piloter son exécution. Et cette exécution, j'allais dire avec finesse. Quand je dis avec finesse, c'est qu'il y a de l'adaptabilité, mais en même temps, il y a de la fermeté sur les deadlines, il y a de la voilà, il y a de la fluidité aussi parce qu'il y a beaucoup de management derrière puisque vous allez déléguer en grande partie selon la taille de votre entreprise et comment vous allez croître. Pour ça, il faut absolument, absolument, et c'est un prérequis pour ceux qui me connaissent, je me répète, avoir une vision claire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous dire ce que c'est que la vision, etc. Vous pouvez regarder d'autres formations que j'ai faites ou podcasts que j'ai fait à ce niveau-là, mais c'est vraiment hyper important parce que sans vision, vous ne pouvez pas mettre cette stratégie. C'est aussi la capacité en tant que dirigeant à anticiper les prochains défis. Parce que si dans votre tête, vous n'avez pas cette notion, même ça demande aussi de l'intuition, hein, ça demande de l'analyse, de la rigueur, mais de l'intuition, du ressenti, de voir un peu les prochains défis à venir,
dans votre entreprise. Et dans votre entreprise, c'est bien sûr lié à l'histoire de votre entreprise, mais aussi connaître votre secteur d'activité et voir un peu comment ça se profile dans le monde, en Europe, en France. Et l'objectif, une fois que vous anticipez les défis, c'est également de saisir les opportunités. Il ne faut pas le négliger. Attention, l'objectif, c'est pas de prendre toute la mode en ce moment et dire ça c'est une mode et je vais le prendre pendant 3 mois. Mais il y a des opportunités qu'il faut vraiment saisir. Et tout ça, et c'est peut-être le plus difficile, en maintenant un cap stratégique qui soit cohérent. Parce que vos équipes vont vite vous dire, ouais, mais t'es bien gentil, tu changes à droite à gauche, ça va pas, je suis perdu. Ou alors vous allez créer différentes locomotives, ou alors vous, la locomotive, et créer différents wagons, et qui vont, entre guillemets, pas avoir la même vitesse pour avancer. Donc ça, c'est hyper important que même si vous êtes plutôt acteur et vous définissez la stratégie et vous emmenez votre équipe, d'arriver, d'avancer en cohérence. Et donc ça demande beaucoup de relationnel, beaucoup de relations, de transparence et de cohésion. Voilà un peu pour moi le premier pilier qui est cette stratégie, d'accord, et de piloter l'exécution de cette stratégie. La deuxième, pour moi, doit en fait elle va être animée à construire et animer une équipe, mais une équipe exceptionnelle. Donc animer, c'est aussi construire. Je reviens en premier, c'est construire, parce que construire, ça veut dire embaucher les bonnes personnes. On dit très souvent qu'il faut embaucher les meilleures personnes, les meilleurs talents, des personnes qui soient meilleures que vous dans ce domaine-là. Ça, c'est rata connu, mais c'est vraiment embaucher les bonnes personnes. Votre équipe va être demain la réussite de votre boîte. Donc ça, c'est hyper important de prendre vraiment des personnes solides dès l'embauche. Et j'insiste vraiment, alors je ne sais pas si le mot animé est le meilleur, mais n'empêche que c'est celui que j'ai choisi. L'animation d'équipe, vraiment, elle est importante. Donc il faut toujours, bien sûr, sur chaque personne, savoir le manager, donner des objectifs, avoir des entretiens, être au bout du jour, etc. Mais là, j'insiste un peu plus sur, pas sur chaque personne, comment le manager, mais la cohésion d'équipe et que l'ensemble d'équipe sache qui fait quoi pour aller où. D'accord? À chaque fois, je dis à mes équipes qui, quoi, où, quand, comment. Dès que vous avez tous ces éléments-là, ça vous permet de savoir qui fait quoi. Et quand on a une demande qui rentre, on sait tout de suite où est-ce que c'est traité, comment c'est traité. Et vous allez 3 fois plus vite pour, entre guillemets, servir votre client. C'est quand même notre objectif commun à l'ensemble de l'équipe. Par rapport à notre mission et après par rapport à notre vision, bien connaître quel est le cap, qu'est-ce qu'on va viser, qu'est-ce qu'on va chercher. Ça va impliquer la sélection de personnes, je dis bien le mot sélection, la sélection en fait de personnes, donc on va chercher sur de l'humain, mais également la sélection de compétences. Il faut vraiment que vous sachiez, votre entreprise, de quoi elle a besoin en compétences et avec quel type de savoir-être. Et il faut des compétences complémentaires, également des qualités complémentaires. Ça va vous demander en fait une communication qui soit efficace. Donc il faut vraiment être très clair dans votre communication. Ça s'apprend avec des objectifs et des valeurs partagées. J'insiste vraiment sur les deux, objectifs et valeurs. Et la création d'un environnement, on n'en parle jamais assez, parce que vous ne pouvez pas motiver des personnes, par contre, vous pouvez travailler sur l'environnement pour qu'ils soient de plus en plus motivés. Donc ça, c'est hyper important. Et cet environnement, il doit être propice à l'innovation et à l'épanouissement de chacun. Ça, je pense que c'est un des déclics dans toutes les entreprises qui cartonnent. Voilà un petit peu les deux grandes missions pour moi, du dirigeant. Et c'est en alignant ces deux aspects, et ils sont pas évidents, hein, il faut aligner les deux, que pour moi, vous allez chercher une réussite, un succès, une croissance durable. Et c'est bien la stratégie qui va prendre vie, qui va être animée par une équipe engagée, inspirée et performante. Donc ça, c'est la vision idéale. Je ne dis pas que c'est comme ça tous les jours, mais si vous avez déjà cette notion-là, vous allez voir que vous allez construire nettement plus facilement votre avenir et ce sera nettement plus facile de performer et d'avancer. Ça, c'est très bien tout ça, cette mission. Mais vous allez me dire comment un dirigeant utilise son temps. C'est une question qu'on me pose souvent en disant j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pour moi, c'est une mauvaise organisation, tout simplement. Je suis assez dur là-dedans, mais c'est vous qui devez assumer ce que vous faites. Et donc, si vous estimez que vous n'avez pas assez de temps, c'est que soit vous déléguez pas assez, soit vous faites du travail qui vous regarde pas, etc. Mais on va voir un petit peu comment répondre à cette question qui revient très, 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 très souvent. Or, qui est à l'opposé du développement personnel, parce que quand on entend le développement personnel, la première chose, c'est pas je veux avoir plus d'argent, c'est je veux avoir plus de temps parce qu'on s'épanouit au niveau professionnel, mais bien entendu au niveau personnel. Et donc, cette notion de temps est très, très, très important. Et c'est pas parce qu'on travaille moins qu'on performe moins.
C'est vrai qu'au début, on a peut-être moins d'argent et donc c'est le temps qui est nécessaire et à travailler plus. Plus on avance, on peut déléguer plus et l'argent peut jouer pour déléguer et donc on achète entre guillemets du temps et des compétences. Mais même pour quelqu'un qui débute, ça va répondre à cette question. Donc l'efficacité temporelle, on parle bien du temps, d'un dirigeant en fait repose sur une utilisation du temps tout simplement, de son combien de temps on veut travailler pour la vie professionnelle et comment on l'utilise. Moi, j'utilise beaucoup la matrice d'Eisenhower qui date depuis quelques années, mais qui, à mon sens, est la plus connue et reconnue, mais c'est pas pour ça que j'utilise, mais en tous les cas, qui, pour moi, dans ceux que j'accompagne et au quotidien, pour moi-même et pour Correspa, fonctionne le mieux. Et c'est celle qui, à mon sens, a le plus de sens et de cohérence. Cette approche, vous allez voir, je vais pas vous faire une formation complète, je vais juste vous citer ces 4 cadrans qui fonctionnent bien quand vous les connaissez, permet en fait de classer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Donc, ceux qui m'écoutent, tapez tout simplement sur internet, vous allez avoir un simple schéma. Moi, je vais vous le faire très rapidement. Vous avez 4 verbes à, à toujours avoir en tête quand vous avez une nouvelle tâche qui arrive en face de vous. Les 4 verbes, c'est est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut planifier? Est-ce qu'il faut déléguer? Et est-ce qu'il faut éliminer? C'est à chaque fois ces 4 choses-là qu'il faut faire. Et par contre, je vous les donner dans un ordre qui n'est pas forcément un ordre à respecter. Parce que très souvent, on dit je vais le faire. Et je vais le faire, c'est-à-dire faire, alors que peut-être qu'il ne fallait pas le faire. Et en plus, on dit je vais le faire, peut-être que c'est pas à vous de le faire. Donc peut-être qu'il faut peut-être se dire en premier, est-ce que cette tâche est importante ou pas? Donc dans les 4 verbes, faire, c'est à mon sens les tâches qui sont importantes et urgente. D'accord? Donc ça nécessite une action immédiate, exigeant son attention directe à faire maintenant. Et donc si vous n'avez pas prévu dans votre emploi du temps un moment pour faire ces choses-là, et vous avez mis complètement d'autres choses, vous allez me dire j'ai jamais le temps de le faire. Et vous allez le faire le soir quand vous êtes fatigué. Ou alors vous allez le faire à la place de quelque chose qui était déjà prévu. Donc prévoyez dans votre agenda des moments, je ne vais pas dire vides, mais n'empêche que c'est des choses à faire, mais pas forcément tout de suite, entre guillemets, qui va remplacer une autre tâche qui était planifiée. Autrement, ça va pas fonctionner non plus. Le deuxième, c'est justement planifier. C'est des tâches importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Par exemple, la planification stratégique et le développement de l'équipe. D'accord? Je n'ai pas dit que c'était pas important. Hein. C'est les tâches importantes, mais non urgentes. Vous pouvez décider quand est-ce que vous le faites et à quel moment. Et cette partie-là demande de la réflexion. Et donc demande un certain temps. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en urgence. Moi, personnellement, ces tâches-là, je les mets plutôt le matin parce que je suis plutôt aguerri le matin et c'est ça qui m'intéresse après le café. Et je mets rien d'autre et je mets mon téléphone en silencieux et il n'y a aucune notification et je ne décroche à personne. Comme ça, vous êtes focus sur ce type de choses et vous n'êtes pas pris par d'autres éléments. Après, vous pouvez bien sûr déléguer. Et déléguer, à mon sens, moi j'aime énormément déléguer. Ce ne sera pas fait à votre manière, d'accord? Déléguer, c'est pas dire fais ça comme ça et de cette manière-là. C'est que vous donnez l'objectif final et après le plan. Ça peut travailler la stratégie en même temps et bien entendu former la personne qui le fait si elle n'a pas les compétences. Mais il n'empêche que c'est pas faire à la place d'eux et tel que vous le voulez. Donc ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on peut vraiment augmenter cette partie délégation. Donc c'est les tâches qui sont urgentes mais non importantes. D'accord? Quand je dis non importantes, on met une échelle dans la notion d'importante, hein, qui peuvent être déléguées à des membres, bien sûr, compétents, qui soient extérieurs, externaliser la tâche, ou internes, si vous l'internalisez dans votre entreprise, qui permet de libérer du temps pour les priorités essentielles que vous devez gérer. Et donc ça, c'est hyper important, et c'est souvent une des grandes solutions qui permet de le faire, mais il faut pouvoir le faire financièrement. Je sais que ça, des fois, ça peut être une limite, et soit le faire, soit prendre le risque de, puisque c'est aussi des éléments qui vont permettre d'investir en vous pour croître à nouveau. Et le dernier verbe qu'il faut avoir en tête, et moi je commence très souvent par celui-là, c'est l'illuminer. Globalement, est-ce que c'est nécessaire? C'est les tâches qui sont ni importantes, ni urgentes. Donc, pour moi, elles peuvent être évitées. En fait, pourquoi? Parce qu'elles vont vous détourner de votre objectif majeur, de votre essentiel. Euh, Après, ces tâches-là, moi j'en fais un petit guillemet, parce que personnellement, moi je travaille par plaisir et aussi pour kiffer ma vie, et j'ai certains éléments, des fois, franchement, c'est plutôt tellement de la passion et un kiff que j'ai envie de le faire, mais ça ira pas sur mon essentiel. Alors ça, je le fais, et cet emploi du temps, des fois, je me permets de le faire dans mon emploi du temps plutôt privé.
Parce que encore une fois, ça va pas droit à l'objectif d'être que sur la croissance, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on travaille que pour cette croissance? De temps en temps, c'est intéressant d'allier vraiment, c'est moins important, ça peut aider à la croissance, mais c'est un plus. D'accord? Donc, j'en fais pas une priorité du tout, mais ça peut être intéressant. Donc retenez, faire, planifier, déléguer, éliminer. Voilà un petit peu pour répondre à la question du temps. C'est une réponse assez simpliste, mais qui, pour moi, des fois, il faut faire des choses simples pour que ce soit efficace et former vos équipes en ce sens. Le dirigeant a aussi une autre question à se poser, c'est comment il prépare l'avenir. Et je vois tellement de dirigeants, et je le vois également chez mes managers, qui sont vraiment sur l'aspect aujourd'hui, voire un plan annuel stratégique qui va sur un an. Et donc ça ici, pour moi, voir l'avenir, c'est voir plus loin que ça. Et ça, c'est une question que vous devrez vous poser, je pense, et c'est ce qui permet de performer. Donc préparer l'avenir, c'est une tâche que le dirigeant qui, qui navigue certes avec une pression au quotidien, hein, avec une réflexion stratégique qui est toujours là, doit toujours avoir en tête. Il doit dédier du temps à la stratégie de développement. Donc si vous n'avez pas ça en tête aujourd'hui, bloquez-le. Vous devez avoir du temps fait pour ça et réparti pour ça. Et plusieurs styles de temps, on va les voir ensemble, pour mettre en place, mettre en œuvre, tout en déléguant les opérations opérationnelles. Donc voilà un petit peu ce que je vous conseille de mettre petit à petit en tête. Alors, quels sont les trois axes clés pour... Alors moi j'aime bien, je dis souvent, voir loin. Il y a un film à l'époque qui était... j'ai plus le nom en tête, mais c'était des Indiens, et le grand-père au tout début va bientôt mourir, et il y a son petit-fils qui arrive, et bien sûr c'est lui le chef actuellement qui va décéder, et celui qui va prendre la relève, mais qui est un enfant, qui dit Papi, c'est toi le chef. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? Qu'est-ce que c'est ma future mission demain? Et le grand-père répond simplement voir loin. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des rôles principaux du dirigeant. Alors, les trois axes clés pour voir loin, à mon sens, c'est rêver du futur, j'ai bien dit le mot rêver, sans contrainte actuelle. Parce que si vous ne vous permettez pas de rêver sans avoir des contraintes aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir voir plus loin. Vous serez toujours avec les contraintes d'aujourd'hui. Et si c'est pas le mot rêver, bah vous serez, entre guillemets, ça va pas être le plus exaltant possible, ça va pas être le plus kiffant possible, et donc ça va pas forcément vous animer et vous motiver au quotidien le plus fortement possible, et encore moins votre équipe. Donc, premier, rêver du futur sans contrainte actuelle. D'où l'idée d'avoir des mises au vert, d'où l'idée d'évacuer, de prendre vraiment du recul, même physiquement, d'aller plus loin, quitte à partir en vacances ou dédier du temps pour ça. Deuxième clé, c'est enraciner ce rêve, donc c'est pas plusieurs rêves, hein, c'est ce rêve dans le présent. Donc une fois qu'on est arrivé dans le futur, on va l'enraciner pour dans le présent, ok, c'est ça que je rêvais sans contrainte, comment c'est applicable aujourd'hui. Et le troisième, c'est d'élaborer un plan d'action concret. Donc vous voyez, j'ai les pieds sur terre, c'est-à-dire que je vous emmène à rêver, on n'a pas du tout les pieds sur terre, sans les contraintes, pleine liberté, on est libre vraiment de penser, de rêver ce qu'on veut, et vous allez avoir la force de l'inconscient et la force de l'expérience que vous avez, parce que votre cerveau, en prenant du recul, va petit à petit faire ce rapprochement entre tout votre vécu, tout l'inconscient qui est en tête, qui permet d'émerger ces rêves. Deuxième étape, on l'enracine vraiment dans le présent aujourd'hui, et donc on prend en compte tous les facteurs des réussites, toutes les croyances limitantes, toutes les peurs, tout ce qu'on a entendu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on élabore de manière très pratique un plan d'action concret. Donc voilà ce que je vous conseille de faire en 3 étapes. Ce processus permet aux dirigeants de concrétiser sa vision, et ça c'est important, d'aligner les objectifs avec la réalité, donc là on est de plus en plus terre à terre, et de tracer un itinéraire. Quand je vous parle d'aventure de chemin, j'emploie maintenant le mot itinéraire, vers un succès futur qui sont encore une fois solides et à long terme. Et là vous allez pouvoir emmener votre équipe, parce que vous êtes aligné sur des visions, des objectifs, et vous donnez l'itinéraire qui est prévu, bien entendu, l'itinéraire
la vie va vous en faire sortir, va faire accélérer, va faire freiner, mais n'empêche qu'il faut avoir cet itinéraire qui est tracé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans ce premier temps qui était la partie du dirigeant inspiré. On l'a dit, le dirigeant tout seul, il ne peut rien faire. L'objectif, c'est qu'il soit entouré d'une équipe. Et donc, dans un deuxième temps, une deuxième étape qu'on va voir maintenant, ce sera l'équipe performante. La première chose, c'est trouver des compétences. Donc, trouver des compétences, il y a des qualités savoir-être, il y a des compétences savoir-faire. La première des choses, c'est des compétences pour faire évoluer les besoins de votre boîte pour mieux servir le client. Donc, dans la recherche de compétences, le dirigeant, en fait, je vous conseille de privilégier 3 critères dans l'ordre, parce que pour moi, il y a un ordre. C'est les valeurs, c'est la motivation et c'est les compétences. Donc oui, on cherche des compétences, mais on va embaucher d'abord sur des valeurs et après sur des motivations. Et après, bien entendu, je n'ai pas dit que les compétences n'étaient pas importantes, mais il faut d'abord embaucher dans cet ordre, à mon sens, ces 3 choses-là quand on cherche à embaucher des personnes. Cette approche, en fait, ça permet d'avoir une approche qui est réfléchie, d'accord, et qui permet d'aligner, alors je veux dire les membres, votre équipe, les salariés, le mot que vous mettez en place, mais d'aligner une équipe complète sur des valeurs fondamentales de l'entreprise. Et ces valeurs, si vous ne les avez pas définies avant, d'où la vision, les valeurs, etc., la mission, vous ne pourrez pas aller très loin. Et ça permet également de stimuler la motivation intrinsèque. Je me répète, on ne peut pas motiver les personnes, on peut travailler sur l'environnement, mais s'il y a des valeurs intrinsèques qui sont vraiment ancrées en soi, c'est ce qu'il faut aller chercher chez les personnes que vous embauchez, vous allez voir que ça va décupler et ça va permettre de travailler à long terme, d'être inspiré sur la même longueur d'onde. Et tout ça, ça va permettre de garantir, je le mets entre guillemets, mais ça va permettre quand même normalement d'être aligné sur la pertinence des compétences pour, encore une fois, viser une réussite qui soit durable. Voilà un petit peu les compétences, comment trouver des compétences. Mais trouver des compétences ne suffit pas. Pour moi, le rôle de dirigeant, c'est un accompagnateur. Le rôle du manager, ça va être aussi ce rôle d'accompagnateur. Donc, l'objectif, ça va être d'accompagner les équipes en prenant en compte toutes les injonctions qui peuvent exister. Donc vous voyez que le rôle du dirigeant, il est multiple, c'est pour ça que tout à l'heure je disais quand même le mot complexe. Et là, pourquoi? Parce que là, on arrive sur du management, on arrive sur accompagner des équipes. Accompagner, non pas faire à la place. Donc, un des rôles du dirigeant, ce sera de naviguer entre les injonctions qui peuvent être des fois contradictoires. Je vous en donne certaines. Préparer le long terme tout en assurant la rentabilité à court terme. Le nombre de fois que j'ai eu cette injonction-là à me poser. Rêver de demain et rester ancré dans la réalité actuelle. Une autre injonction. Maintenir l'équilibre entre exploration et exploitation. Autre injonction. Alterner entre assurer la croissance et consolider les acquis. Garder le cap tout en étant agile dans l'adaptation. Recruter les meilleurs tout en gérant la masse salariale. Je suis sûr quand vous qui m'écoutez, vous devez à chaque fois vous dire tiens, ah oui, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Incarner l'humanité tout en étant rigoureux. Sacrée question. Développer une culture commune tout en valorisant la diversité des collaborateurs. Privilégier le collectif tout en célébrant les talents individuels. Considérer l'ensemble tout en soignant le détail. Et dernier exemple, favoriser la coopération tout en préservant les avantages concurrentiels. Donc là, je vous ai cité 10 injonctions que j'ai déjà vécues. Et ça, c'est pas forcément évident, mais vous devez accompagner vos équipes tout en vivant ça. Et si ça vous rassure, je fais partie de plusieurs groupes d'entrepreneurs, on vit tous ce type d'injonction. Et en même temps, c'est franchement ce qui fait notre joie de vivre et c'est le soir quand on se couche, l'intérêt de notre vie par rapport aux solutions qu'on a pu trouver et les questionnements qu'on a pu trouver. Donc moi je trouve que c'est plutôt dans le positif que à chaque fois se dire c'est une difficulté. C'est je pense quelque chose, en tout cas moi c'est ce qui m'anime en tant que dirigeant.
On a plusieurs problématiques le matin, on a plusieurs solutions le soir. Des fois, c'est pas les solutions des 3 problématiques qu'on a le matin et on va trouver les solutions petit à petit. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à accompagner les équipes par rapport à des injonctions. Et ces injonctions, des fois, c'est vrai qu'on parle de la solidité du dirigeant. Et oui, vous avez peut-être cette je me suis trompé de mot, d'être seul. Donc de vous sentir seul et peut-être que les membres de votre équipe ne voient pas ces injonctions. Or vous les voyez parce que vous avez un peu plus de hauteur et vous devez gérer l'ensemble. N'hésitez pas, c'est pas mal vu de partager ces injonctions et de dire justement soit votre solitude, soit au moins dire ce que vous le vivez et dire que ce fait existe dans votre entreprise, puisque les autres membres de votre équipe ne le voient pas forcément. Donc c'est pas des petits, c'est certainement pas eux qu'il faut confier l'ensemble des choses, mais par contre c'est quand même intéressant de leur donner le contexte dans lequel vous êtes pour être aussi compris. Alors comment on fait avec tout ça? Moi je vous conseille également de ne pas oublier les biais cognitifs. Donc vous allez devoir, je vais utiliser le terme de naviguer. Je fais un peu de voile et ceux qui font de la voile, vous voyez comment on fait pour naviguer. Tout à l'heure je vous parlais d'itinéraire. On va naviguer avec des biais cognitifs. À mon sens, c'est intéressant de reconnaître et de dépasser ces biais cognitifs. Et, et pourquoi? Pour essayer de dépasser également les jugements. Donc, notre cerveau de dirigeant, bien qu'il soit puissant, je vous apprends rien, et c'est quelque chose de monstrueux, une machine qui est vraiment monstrueuse et qui est très très bien faite. Elle n'est pas toujours fiable. Et ça, faut le savoir. Faut le savoir. Et quand vous le savez, ça vous aide justement à l'aider à reprendre le bon cap ou à dire, je prends pas cette décision à ce moment-là parce que là, le cerveau, j'ai pas aligné l'ensemble des choses pour être le plus fiable possible. La conscience de cette réalité sous-entend une prise de décision éclairée. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez prendre de la hauteur pour dire mon cerveau aujourd'hui n'est pas dans toute, n'est pas dans la, euh, n'a pas tout ce qu'il faut pour prendre la meilleure décision là maintenant. Et ça permet d'éviter de se laisser berner par des pensées automatiques, parce que votre cerveau il aime les raccourcis. Si vous êtes répété beaucoup de choses, vous allez prendre ça pour une réalité, boum, ça va prendre ça pour des réalités, mais c'est pas forcément la vraie réalité. D'accord? Et c'est ça qu'il faut avoir comme conscience et de savoir prendre cette hauteur et ce recul. Donc c'est hyper intéressant pour vous, en tant que dirigeant, de cultiver votre pensée critique, d'avoir une critique. Ça permet de voir au-delà de la première impression, surtout si vous êtes des personnes comme moi, et c'est un des défauts que j'ai, à juger assez vite. Ça vous permet d'adopter une perspective équilibrée et de prendre des décisions et des décisions réfléchies si vous prenez ce recul. Reconnaître ces biais cognitifs, en fait, va vous élever et va élever le débat pourquoi? Parce qu'il va retirer les préjugés qui sont inconscients. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés dans notre vie et ça va tellement vite de juger la personne par rapport à notre histoire, par rapport à ce qu'on a vu. Et encore, des fois, c'est vraiment sur un temps très limité. Et donc, on n'a pas tout le contexte qui pourrait nous aider à mieux juger, à mieux comprendre la personne. Je dis personne, mais ça peut être aussi des faits, mais souvent c'est encore plus valable par rapport à des personnes, par rapport à la relation. Et donc tout ça, si vous avez cette notion-là de biais cognitif, vous permet en fait de diriger en fait avec discernement dans ce monde, je vous apprends rien, qui est assez complexe du business ou de la concurrence. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Au-delà des biais cognitifs, je rentre pas dans tous les biais cognitifs, hein, ça pourrait faire une formation autre ou un débat autre. Je vous laisse aller voir ce que sont que les biais cognitifs et tout ce qui permet d'y aller, mais je vous interpelle sur le biais cognitif. Par contre, ça vous permet également, j'anticipe, sur gérer les conflits internes qu'on peut avoir. Donc c'est lié, hein, biais cognitif et conflits internes, ça peut être intéressant, mais c'est trouver cet équilibre avec tous les conflits internes. Alors comment faire? À mon sens, je vais vous donner 4 petits tips. Le premier, c'est l'anticipation. L'anticipation, en fait, devient cruciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre tête de dirigeant, le futur doit être déjà présent. Je ne sais pas si c'est une phrase qui se dit, mais si dans votre tête le futur est déjà présent, ça veut dire que vous avez déjà anticipé le futur. Et ça vous permet
de vous préparer dans votre tête et d'éviter de procrastiner. Donc c'est toujours être proactif. L'exemple par exemple du Covid, c'est pas les dirigeants vont pas anticiper le Covid. Par contre, vous allez peut-être anticiper certaines crises. Vous allez peut-être anticiper demain si votre chiffre d'affaires vous divisez par deux. Vous allez anticiper demain si vous avez une personne qui va être absente pendant 6 mois. Vous allez anticiper. La dernière fois, j'ai écrit, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réécrit, pardon, comme si demain j'avais une maladie grave ou comme si je décédais. Comment la structure va être prise en charge. C'est vrai que c'est un peu morbide comme idée, mais ça n'empêche que c'est de votre rôle d'anticiper des décisions cruciales. Deuxième petit tips, c'est le détachement et l'essentiel. Je vais exprimer, comment on peut dire, c'est se détacher tout le temps du quotidien, parce qu'on est toujours dans quelque chose à faire, et dire ça c'est important, ça c'est important, c'est important. Il faut savoir se détacher pour pas voir ce qui est à faire aujourd'hui dans l'opérationnel, mais de voir ce qui est à faire dans l'essentiel. Quel est l'essentiel de votre boîte? Si vous avez qu'une seule chose à faire pour réussir et d'appliquer votre vision, c'est laquelle? Donc globalement, je vais le dire différemment, mais mettre la stratégie en numéro un et non pas l'opérationnel. Troisième tips, c'est la communication qui joue un rôle central. On l'a dit, j'ai joué le rôle du dirigeant et je parle de l'équipe. S'il n'y a pas de communication entre l'équipe, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, ça, c'est intéressant. Et dans la communication, n'oubliez jamais, jamais, jamais que c'est dans les moments faibles que le dirigeant affecte. C'est dans les moments faibles, entre guillemets, que vous allez pouvoir faire passer les meilleurs messages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moment faible, un moment fort? Un moment fort, typiquement, c'est une réunion avec un objectif, avec un ordre du jour. À ce moment-là, c'est pas là où on va vraiment faire passer ces meilleurs messages. Ils sont importants et on va donner l'itinéraire, mais par contre, c'est dans les moments faibles, typiquement hors réunion. C'est pour ça que les moments de pause café peuvent être intéressants, c'est pour ça que les mises au vert peuvent être intéressants, c'est pour ça que la météo personnelle avant une réunion peut être intéressant. C'est tous ces moments-là qui permettent de donner, donc les moments faibles, cette communication. Donc ça, jouez bien sur la communication, comment vous vous y prenez. Et il faut du factuel, il faut de l'organisationnel avec des réunions, mais trop de réunions ne sert à rien. Et il faut des moments faibles qui sont importants à mettre en place et à prévoir. Et le dernier tips, c'est le renforcement personnel. Donc le renforcement, pour moi, c'est votre développement personnel, hein. Tout simplement parce que ça vous permet, vu que vous êtes le dirigeant et que vous êtes très vite affecté à votre entreprise, il faut absolument prendre soin de vous personnellement et en dehors, et c'est vous qui êtes dans le milieu sportif, ça en fait partie, une bonne hygiène de vie. C'est pas le moment aujourd'hui, mais qu'il soit sportif, alimentaire, mental, etc. Voilà un petit peu les 4 tips qui vous permettent de viser le succès et de reconnaître les moments de tempête, et dans ces moments de tempête, de pouvoir tenir votre cap, de pouvoir tenir votre itinéraire, savoir naviguer pour tenir l'objectif, la vision et l'appliquer. Donc voilà un petit peu les 4 éléments clés qui vous permettent justement de transformer en fait les défis internes en opportunités de croissance continue. Toujours au niveau de l'équipe, c'est à mon sens hyper important de cultiver, j'insiste encore une fois sur les verbes que j'utilise, vous voyez que ce n'est pas des directives, hein, c'est cultiver, ça met du temps. L'engagement. Et comment vous allez faire pour cultiver l'engagement? Je vous interpelle de cultiver l'engagement par une posture attentionnée. Alors, on parle beaucoup de bienveillance. Moi, j'aime beaucoup aussi parler d'attention. Et vous, en tant que leader, vous êtes celui qui va, en tant que dirigeant, mener. Et si vous avez des attentions personnalisées, vous allez voir que ça va jouer dans cette, voilà, dans cette attention. Donc, cultivez l'engagement de vos membres de équipes par une posture attentionnée. Motiver les équipes implique en fait d'adopter des postures clés pour susciter un engagement optimal. Oui, il faut savoir le théâtraliser. Attention, théâtraliser ne veut pas dire ne pas être vous-même, hein. Il faut être authentique et vous pouvez théâtraliser pour, entre guillemets, faire passer un meilleur message par rapport à un type de personnalité. Donc ça, c'est important
Très important de savoir le faire, comme quand vous vendez quelque chose à quelqu'un. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de manipuler vos équipes, surtout pas, il faut être absolument authentique, sincère. Mais par contre, c'est intéressant de vraiment le travailler. Ça se travaille et donc de savoir comment faire passer le message, comment accompagner. Et donc ça, je vais vous donner également 4 petits éléments, 4 verbes qui peuvent vous aider pour aller chercher cet engagement. Le premier, c'est le verbe impulser. Le nombre de fois que j'essaye de dire à la personne, je vais essayer de lui mettre cette petite graine en tête. Donc c'est semer. Vous voyez, c'est vraiment un travail qui se fait sur du long terme. C'est en tant que leader, en tant que dirigeant, vous devez impulser une énergie. D'accord? Impulser une direction. Et tout ça, elle est bien sûr, cette direction, elle est toujours inspirée par votre vision, hein. Vous allez en fait guider vers des objectifs qui sont ambitieux, en créant un sentiment d'appartenance et de but commun. Alors, je dis un sentiment, mais l'objectif, c'est qu'il soit réel, hein. Donc, à chaque fois, le premier verbe, j'insiste, impulser, donner une petite graine, bien entendu, en lien avec votre vision stratégique. Le deuxième verbe que je peux vous donner pour cultiver cet engagement, c'est accompagner. Accompagner, c'est hyper important. Pour moi, vous imaginez bien quelqu'un qui vous accompagne. Les premières personnes qui vont vous accompagner, théoriquement, c'est vos parents. Accompagner, vous êtes aussi certainement joué, si vous êtes sportif, en équipe. Et ben, comment votre leader vous a accompagné, comment votre capitaine vous a accompagné, comment un mentor vous accompagné. Si vous fermez les yeux, comment vous voyez l'accompagnement? Moi, je le vois assez facilement avec un bras mis sur l'épaule. C'est-à-dire, je suis là, bienveillance, mais par contre, je peux aussi te pousser. Regardez, quand j'ai appris à mes enfants de faire du vélo, comment vous vous y prenez. À un moment, bah, vous êtes derrière. Ok, la main sur le dos, et petit à petit, cette main, l'enfant le sent. Et vous êtes là, il est en sécurité. Mais petit à petit, on va le sentir un peu moins. Après, on va tenir le col. Petit à petit, on va lâcher quelques secondes. Et à longueur de temps, on va être là pour encourager, accompagner. Et bien, cette notion-là, pour moi, c'est la plus importante. Accompagner, avoir un rôle de soutien. Le dirigeant ne fait pas la place. Par contre, il a un rôle de soutien. Le dirigeant crée un environnement, j'insiste beaucoup sur le mot environnement, pour que les personnes se sentent soutenues et compris. J'insiste vraiment sur les deux. On parle beaucoup de reconnaissance, donc soutenu et compris. Le dirigeant, il va aussi favoriser une collaboration qui est harmonieuse en encourageant l'apprentissage continu. De quoi tu as besoin pour réussir ta tâche. Et l'objectif, c'est aussi de faciliter la résolution de problèmes. C'est la personne que vous embauchez qui va résoudre lui-même le problème, et donc vous lui donnez la solution, pas forcément la solution, comment faire, le but à atteindre, par contre comment il va s'y prendre, pourquoi pas suggérer des idées, pourquoi pas suggérer une stratégie, mais c'est pas votre rôle. Mais par contre, vous devez lui demander de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de matériel? Est-ce que vous avez besoin de temps? Est-ce que vous avez besoin de finances? Et ça, c'est hyper intéressant pour lui donner toutes les chances de pouvoir réussir et performer. Troisième chose, pour cultiver cet engagement, ce sera la sécurité. La sécurité, vous êtes en tant que dirigeant absolument, je veux dire, vous devez encadrer la prise de risque. Donc, il y a des prises de risque à prendre, mais à vous de mettre vos membres de l'équipe dans un aspect assez sécuritaire et qui leur permet de prendre ces risques mesurés. Donc, vous voyez, je parle de sécurité et des risques. Vous allez dire, c'est peut-être à l'opposé, mais pour moi, c'est important. C'est vous qui allez instaurer aussi un climat de confiance où les erreurs sont considérées comme des opportunités d'apprentissage. Nous, à Correspa, on n'a pas le droit à l'erreur, on a l'obligation à l'erreur. Dans les entretiens, ça m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Quelle erreur as-tu fait? Parce que les erreurs sont naturelles. Si vous ne faites pas d'erreur, je ne vois pas comment la personne peut prendre un risque de réussir. Donc, à un moment, c'est plein d'erreurs qui permettent de réussir. Après, l'idée, c'est de ne pas faire la même erreur et de la répercuter. Mais par contre, à travers les erreurs, ça permet d'apprendre des choses et de le partager aux membres de l'équipe. Donc, vous voyez, ça permet de mettre aussi en sécurité. Mettre en sécurité, c'est aussi de dire tu as le droit à l'erreur et c'est même l'obligation à l'erreur. Et dis-moi quelle erreur tu as faite pour pouvoir avancer plus loin. Donc ça, c'est intéressant parce que si la personne avec qui vous travaillez sait qu'on peut faire des erreurs, ça va permettre de lui
stimuler la créativité et de pas être enfermé à dire: «C'est que ça, comme ça j'ai pas peur, je ferai pas d'erreur, je me ferai pas engueuler». Il faut vraiment voir un peu plus loin pour justement lui laisser cette partie d'autonomie, cette liberté pour pouvoir agir et vous serez surpris avec la créativité qu'ils vont avoir et vous serez surpris qu'ils vont voir nettement plus loin parce que différemment de vous. Là, un peu la partie sécurité. Et le quatrième verbe que j'aime bien pour cultiver l'engagement, c'est le mot élever, élever. Parce que vous avez un rôle d'inspirateur. Le dirigeant va, va avancer avec ses équipes vers, en fait, à chaque fois des nouveaux objectifs, des nouveaux sommets. Il y a la vision principale, n'empêche qu'on va diviser ce grand objectif en plusieurs objectifs et donc plusieurs sommets à gravir. Et en partageant les succès, parce que l'objectif c'est vraiment de célébrer, nous à Correspa on célèbre les succès, l'objectif c'est vraiment de reconnaître aussi où sont les succès, quels sont les petits sommets, les grands sommets, et ça va permettre de travailler dans quelque chose qui est motivant et inspirant. L'objectif c'est de créer en fait une dynamique d'inspiration et qui encourage constamment, un mot que j'aime beaucoup, c'est l'excellence. Il faut viser l'excellence, il faut créer un dynamisme pour aller tendre vers l'excellence. Voilà un petit peu les 4 verbes, le verbe impulser, accompagner, sécuriser et élever. Donc ça permet vraiment d'avoir une culture d'entreprise, parce que la culture d'entreprise, voilà, j'en parle là, mais on peut en parler très longtemps. Ça, c'est vraiment hyper important. Et moi qui vais voir des fois plusieurs entreprises, c'est fou la différence de culture, mais cette culture, ça permet d'être une culture où on va faire, vous avez embauché des talents, vous avez aussi éclore des nouveaux talents, des nouvelles compétences, et surtout s'épanouir dans une entreprise qui progresse, qui progresse humainement avec les équipes et qui progresse également, bien entendu, en termes de business. Alors tout ça, c'est très bien, mais vous allez me dire comment construire et faire grandir, moi j'appelle ça ce premier cercle. Ce premier cercle, c'est les membres de l'équipe que vous avez au quotidien avec vous. Donc, comment construire et comment faire grandir ce premier cercle? Et la réponse, c'est le CODIR. Le CODIR, c'est le comité de direction. Alors, ce comité de direction, on y arrive, hein. Quels sont ses rôles? C'est un peu ce que je vais vous donner. Et après, on va voir un petit peu le contenu du CODIR. Vous allez voir que le CODIR n'est pas la même chose que le COSTRAT. Hein. COSTRAT, c'est la gouvernance, c'est les comités stratégiques. CODIR, c'est les comités de direction. Donc, le rôle, c'est de partager. Donc, ça, c'est hyper important de partager les perspectives et les idées. Et ça permet également de s'ouvrir à l'innovation et de stimuler les rêves. Donc ça, c'est le premier rôle, c'est de partager. Le deuxième rôle du CODIR, c'est de coordonner. Donc vous voyez, on est plutôt dans l'opérationnel. Donc coordonner, c'est assurer la coordination qui est efficace entre les différentes fonctions clés du CODIR. Ça permet de mettre en œuvre également la stratégie qui a été établie. C'est éliminer également tous les petits grains de sel qui viennent se mettre au quotidien, et il y en a beaucoup. Ça permet de retirer ces choses-là et de renforcer la synergie, renforcer la dynamique. Donc on partage, on coordonne. Le troisième, c'est aussi décider. Décider. Le CODIR a le pouvoir de prendre des décisions stratégiques qui sont basées sur l'analyse approfondie et des discussions qui sont faites justement dans le CODIR. Donc on partage, on coordonne, on décide. Et ouais, on va s'arrêter sur ces trois-là. C'est vraiment les 3 rôles du CODIR. Et qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur? Quel est le contenu du CODIR? On va voir aussi qu'il y a 3 choses. Il y aura la stratégie, il y aura des thématiques précises à aborder et de l'opérationnel. La stratégie, c'est le CODIR qui va façonner la stratégie globale. Donc vous verrez que la stratégie globale, on va aussi en parler dans la gouvernance. Mais ces stratégies, c'est façonner la stratégie globale de l'entreprise, bien entendu, alignée sur la vision et les objectifs à long terme. On va parler aussi dans le contenu de thèmes précis. C'est-à-dire que le CODIR, il va se plonger dans les sujets spécifiques pour résoudre des défis qui sont complexes à des moments clés. Donc là, on voit qu'on parle d'opérationnel. Et l'objectif, c'est d'apporter des perspectives et des solutions aux problématiques qu'on a le jour le jour. Et la dernière, c'est vraiment de l'opérationnel pur et dur. C'est
d'aborder en fait les aspects opérationnels et souvent, c'est ça qui prend une grosse partie de la réunion et pourtant, il faudrait pas oublier les 2 autres aspects qu'on vient de dire pour s'assurer que la stratégie se traduit en fait efficacement en actions complètes et complètes et actions surtout concrètes. Quand on dit passer massivement aux actions pour avoir du résultat, c'est à ce moment-là. Donc c'est vraiment voir l'opérationnel, l'opérationnel. Donc le CODIR sera beaucoup dans ces 3 temps. La stratégie, pour mettre le plan d'action, la thématique, parce qu'il y a des thématiques très très spécifiques pour aller voir toujours un peu plus loin, et l'opérationnel. Le petit conseil que je vous donnerai, c'est faites attention de ne pas passer trop de temps que dans l'opérationnel, même si c'est important. Donc le CODIR va suivre en fait un agenda structuré. Il faut absolument avoir des deadlines, il faut absolument avoir un agenda qui soit structuré pour mettre en place petit à petit les échéances, les actions qu'on a décidé à mettre en place pour respecter ce plan stratégique. Donc il va avoir un programme annuel avec des AG qui permettent de voter le budget, des entretiens collaborateurs, des séminaires, des salons. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'il faut animer et assurer une focalisation qui est cohérente entre les différentes étapes qui sont fixées pour atteindre différents objectifs. Donc ça, c'est hyper important, encore une fois, d'avoir ce plan annuel stratégique en place pour voir où on en est et comment le faire avancer. J'insiste sur l'aspect agenda, j'insiste sur l'aspect deadline. Et si vous êtes solopreneur et que vous m'écoutez, dites-vous que c'est complètement applicable pour vous. C'est pas applicable, c'est applicable déjà pour les grosses entreprises. Nous, à Correspond, n'est pas du tout une grosse entreprise. On a plusieurs clubs. On a bien entendu un CODIR et un COSTRAT. Et dedans, dans l'équipe ici de CODIR, nous, c'est que 3 personnes. Il y a une 4e qui va bientôt rentrer, mais c'est que 3 personnes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas forcément être le plus gros. Ça, je ne parle pas que pour les grosses entreprises du tout. Et si vous êtes solopreneur, vous inquiétez pas, vous pouvez déjà avoir cette démarche-là, cette démarche, cet état d'esprit pour réaliser ce rêve et avancer avec stratégie. Tous ces éléments, on a parlé d'humain, on a parlé d'équipe. Je suis toujours dans la notion d'équipe, mais la dernière notion que je voulais avant d'aborder la 3e partie, dans l'équipe, c'est important d'être structuré. Donc l'objectif, tout ça, c'est de catalyser tout cet engagement qu'on a avec l'humain par une structure qui est agile. Structure dans la tête des personnes, c'est se dire c'est figé, ça bouge pas. Pour moi, une structure, ça permet d'avoir de la solidité, mais par contre, il faut mettre de l'agilité dans la solidité. Je vais exprimer un peu cette chose-là, mais ça, c'est hyper important, puisque on est axé, je vais le répéter une fois de plus, sur la délégation, mais il faut déléguer en sachant à qui on délègue, et la notion de structure prend sa place à cet endroit-là. Donc, 3 petits éléments que je peux vous donner à cet élément, c'est déléguer avec clarté, ce sera encourager l'autonomie, et ce sera former non, c'est pas former, c'est construire un cadre d'autonomie. Et donc ça, si vous structurez ça de cette manière-là, les personnes vont savoir dans quel cadre ils vont évoluer. Donc déléguer avec clarté, en tant que dirigeant, vous devez définir les missions de chaque membre. Quand je vous parlais tout à l'heure d'organigramme, de qui fait quoi, c'est votre rôle d'organiser et de cette chose-là. Et comme ça, chaque personne va savoir, c'est délégué, mais avec clarté, qui fait quoi. Ça va favoriser l'autonomie tout en délimitant certains domaines d'intervention, parce qu'il faut qu'ils soient délimités ces domaines d'intervention. Autrement, des personnes vont se marcher dessus, entre guillemets. Et l'objectif, c'est pas de se marcher dessus, c'est de travailler ensemble. Cette approche permet également une prise de décision éclairée et une responsabilité, justement, qui est partagée. C'est-à-dire que qui est responsable de quoi? À un moment, on va transférer ce que j'ai fait à quelqu'un d'autre, qui soit en interne ou en externe. Deuxième chose que je voulais donner, c'est encourager l'autonomie. La culture d'autonomie, c'est hyper important parce qu'elle va stimuler l'initiative individuelle et l'expression de la créativité. Donc les équipes sont encouragées à explorer des solutions novatrices que vous n'avez pas forcément prévues et à contribuer à la croissance globale. Donc ça, c'est hyper important de pousser vers l'autonomie. Sachez que c'est déstabilisant puisque vous avez beaucoup de salariés, quand on voit comment ils sont formés, comment l'école est faite depuis le début, ils sont tellement formés à dire voilà une note, voilà comment il faut faire, et on vous a appris, et on réapplique ce qu'on a appris, qui sont un peu déboussolés. Mais par contre, c'est important de mettre ce cadre, mais de laisser de l'autonomie quand même dedans. Mais sachez, prêtez un œil attentif là-dessus, que ça peut être déboussolant. Et dernière, c'était le cadre, donner un cadre d'autonomie. C'est vous, en tant que dirigeant, à établir ce cadre d'autonomie.
Donc, donner les limites dans lesquelles la personne peut gérer ses actions. Ça permet de donner de la cohérence dans vos objectifs et permet également de donner de la flexibilité. Et donc ça, c'est intéressant, mais cette flexibilité, elle va être calculée parce que vous avez donné le cadre dans lequel on peut travailler. Voilà un petit peu ces trois petits éléments. Et pour moi, tout ça, tout à l'heure, je vous parlais de culture d'entreprise. Là, je vais même vous parler de philosophie. C'est le dirigeant, il crée cet environnement, d'accord, pour s'épanouir. Et c'est hyper intéressant parce que vous allez voir des nouvelles idées qui vont arriver et ça vous permet d'avancer, je vais dire, de manière plus harmonieuse, de manière plus cohérente, de manière plus bienveillante. Je finis par une petite citation avant d'arriver sur le troisième temps. C'est une citation, mais c'est surtout par rapport au CODIR, à la comité de direction. Un CODIR bien orchestré, en fait, va fusionner plusieurs choses, le partage, la coordination et la décision stratégique. Donc ça, c'est intéressant, le partage, la coordination et la décision stratégique. C'est pour moi la phrase qui va montrer un peu le rôle concret du CODIR, à quoi ça sert. Et souvent, c'est ça qui manque dans les entreprises, et c'est ça qui apporte du sens dans les entreprises. On a vu la partie dirigeant, on a vu la partie équipe, on arrive sur le troisième temps. Pour moi, le troisième temps, c'est le projet d'une entreprise visionnaire. Le projet d'une entreprise visionnaire. Donc, j'ai beaucoup analysé les entreprises qui fonctionnent dans le monde entier et à chaque fois, je me dis, c'est de voir plus loin. Je reviens toujours, on est beaucoup encore une fois sur sur du mindset, un état d'esprit. Et c'est à chaque fois un projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise, j'insiste vraiment dans le titre que j'y ai mis, parce que c'est incarné par le dirigeant, mais je ne parle pas du projet du dirigeant. Que si un nouveau membre dit, je t'ai fait ça pour toi, j'ai travaillé pour toi, non, l'entreprise. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a besoin, et on travaille tous dans ce projet de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et si vous n'avez pas encore ce projet d'entreprise, on propose de le travailler. Et donc, il va reposer sur un rêve, on a le droit de rêver. Il va reposer bien entendu sur une vision, donc là, qui va être plutôt chiffrée et assez grande. Comme Tony Parker disait, si la vision, entre guillemets, il n'y a personne qui vous dit « mais t'es malade, ça ne va pas arriver », c'est que votre vision n'est pas assez grande. D'accord ? Et c'est ça qui va permettre de jeter, en fait, les premières bases d'un plan de croissance. Donc ça, c'est intéressant et je vous donne 5 éléments qui vous permettent de le mettre en place. Avant tout, alors vous me connaissez, ce que je vais aborder là, je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises, donc je vais passer assez vite, mais c'est pour moi, bizarrement, je passe assez vite, mais c'est vraiment un socle. C'est la vision à 10 ans. La vision et une vision à 10 ans. La vision à long terme, éclairée et qui permet de donner de l'ambition. L'objectif, c'est de chercher une grande vision. Plus grande vous allez la trouver, plus vous avez de chances de la réaliser. D'accord ? Mais c'est pas si dans 10 ans vous avez mis X chiffre d'affaires, X club, X clients et que vous n'avez pas atteint ça, c'est pas pour autant que vous avez raté votre vie. Hein. Il faut être assez humble là-dessus, mais c'est tendre vers. Donc quand vous avez compris que c'est tendre vers, il faut que ce soit possible, hein, mais un peu plus qu'au-dessus de possible. Il faut qu'elle soit un peu plus grande pour vous permettre justement de vous dépasser et de faire que l'équipe se dépasse. Donc tout ça, cette vision à 10 ans, elle alimente une ambition collective. Ça, j'insiste vraiment, c'est pas que pour vous que vous le faites. Il faut que ça se sache partout. Et c'est ça qui permet de tracer cette voie du succès. Et c'est l'optimisme qui va guider cette vision. Et c'est pour ça que cette vision, l'optimisme va aller au-delà du réalisme. Et c'est ça qu'il faut capter pour la vision de manière générale. Écoutez sur d'autres formations que j'ai fait, sur d'autres podcasts que je partage concrètement la vision à 10 ans. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est pour moi hyper important. Le deuxième étape, qui dit vision, dit mission. La mission répond également au pourquoi, mais aussi au pour qui, parce qu'on va voir qu'il y a également la partie cible type, à qui on s'adresse. Donc la mission, elle incarne la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être, c'est hyper important parce que ça va définir en fait l'objectif et l'impact que vous voulez avoir. Et ça va créer un lien entre votre entreprise et toutes les parties prenantes. Donc c'est important de connaître la vision à 10 ans, donc votre why, hein, votre pourquoi, votre raison d'être.
c'est intéressant votre ADN. Donc après, on a vu la mission. Et en troisième temps, on va voir bien entendu les valeurs. Les valeurs qui fondent la culture de votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va être le socle de vos décisions. Tout à l'heure, je prenais en exemple quand vous embauchez, eh ben, on va embaucher sur des valeurs. Et les valeurs vont refléter bien entendu l'identité souvent de qui vous êtes en tant que fondateur, mais également du projet, de l'élément clé pour réussir votre croissance. Vision, mission, valeur. Et dernier, c'est les chantiers stratégiques, j'appelle ça comme ça. J'allais dire les 3 à 5 piliers clés qui vous permettent de concentrer vos efforts sur un domaine essentiel. Donc ça, c'est important parce que ça va vous donner vraiment des axes forts pour après construire votre plan d'action annuel stratégique. Donc voilà un petit peu votre projet d'entreprise visionnaire. Je passe pas trop de temps, mais il est hyper important. Vision à 10 ans, long terme, mission, valeur et objectif, j'allais dire, objectif, vous pouvez même le mettre sur 5 ans après, mais l'objectif, c'est vraiment votre plan annuel stratégique, comment vous allez le mettre en place. Voilà un petit peu les éléments que je vous conseille de retenir pour avoir un projet d'entreprise qui vous voit loin. Dernier élément, c'est la gouvernance éclairée. Donc, je parle de plus en plus de gouvernance. Quand on dit gouvernance, on peut appeler ça aussi comité stratégique, donc COSTRAT. Donc, je vais vous en parler un peu. Le premier, je voulais vous parler de comment cultiver cette gouvernance. Donc, la gouvernance, objectif, c'est, on va dire c'est de dépasser les priorités qui ont été mises. Le dirigeant reconnaît qu'il n'est pas simple, que c'est, comment dire, que lui-même, c'est pas qu'un simple propriétaire de l'entreprise. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, j'insiste, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas que propriétaire. Mais plutôt, moi, je vous conseille de vous voir comme en fait un gardien de votre succès et de la pérennité. Donc, si vous ne voyez pas que comme un gardien, mais vous êtes que comme un propriétaire, mais que vous êtes gardien du succès et de la propriété, vous allez voir que vous avez besoin d'aide et d'être entouré et de personnes qui vous le rappellent et qui va être un petit peu votre miroir. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir parce que cette gouvernance va avoir ce rôle-là. Et le rôle également de la gouvernance, c'est un rôle de contre-pouvoir. Et pourquoi? Pour toujours être capable de se réinventer s'il y a besoin. Dans ce contre-pouvoir, c'est intéressant parce que dans votre boîte, si vous êtes seul propriétaire, à la longueur de temps, vous pouvez dire bah, c'est moi qui ai raison, c'est moi le propriétaire. Et ça peut aller vite, même si vous n'avez pas un état d'esprit de ce style-là. Et ben, en tous les cas, si vous êtes seul à bord du bateau, à prendre des décisions, ça peut vite arriver à ça. Et donc, si vous avez des personnes dans votre comité stratégique qui vous permet de jouer ce contre-pouvoir, ça peut être intéressant parce que ça va vous challenger. Donc ça, c'est hyper intéressant de favoriser cette réinvention, cette remise en question. Donc ça, au moins, vous n'êtes pas dans un lieu de complaisance. L'objectif, c'est pile l'inverse, c'est de pouvoir éviter d'être dans cette petite routine où je suis seul et je décide seul. Donc c'est là un petit peu l'objectif du comité stratégique, c'est aussi d'insuffler une culture d'adaptation continue et de remise en question. Alors comment on s'y prend? Quel est un ordre du jour d'un COSTRAT? Je vais vous donner tel que moi je m'y prends. Je m'y prends en fait en 5 temps. Le premier temps, c'est la météo personnelle. Ça dure que 5 minutes. C'est l'objectif de dire un peu comment vous êtes aujourd'hui et de partager votre état d'esprit. Parce que si vous le partagez, ceux qui sont en face de vous vont tout de suite voir un petit peu mieux vous comprendre, favoriser aussi la transparence des futurs échanges qu'il va avoir et de mieux se comprendre. Moi, je leur ai même demandé et je leur ai dit, quand vous savez que j'exprime des choses qui sont plus dures en ce moment, soyez plutôt sur l'aspect bienveillance. Et quand, entre guillemets, tout est au vert et tout va bien, je vous ai demandé à ce moment-là, au contraire, déboussolez-moi, mettez-moi un coup de pied au cul, soyez encore plus exigeant avec moi. Donc voilà un peu le but de la météo personnelle. Le deuxième temps, c'est les faits marquants. Personnellement, je prends 20 minutes. Vous voyez, c'est vraiment timé dans la durée, très concrètement. Et donc ça, à ce moment-là, en fait, je reprends en fait les événements, les éléments qui se sont passés, mais les événements forts, hein, depuis la dernière réunion. Concrètement, mon plan stratégique, il est sur des trimestres. Et donc, je vois à chaque fin de trimestre mon comité stratégique. Et comme ça, c'est là que je donne le dernier trimestre, quels sont ces éléments importants.
Et je mets quelques slides, hein, c'est vraiment l'objectif. Ils sont tous envoyés avant, bien entendu, j'envoie tout une semaine avant pour qu'on soit très très efficace et je suis que sur les éléments vraiment pointus. Sur ces éléments-là, et bien entendu, il peut me redemander, soit me poser des questions, soit d'affiner. Et par rapport à la gouvernance comité stratégique, c'est beaucoup des questions, hein. Ils vont pas trouver des solutions pour vous, mais à force de vous questionner et l'art de poser des bonnes questions va vous remettre en question et vous permettre de réajuster ce qu'il y a besoin. Après, j'arrive en troisième temps sur les priorités à venir. Ça, je mets que 5 minutes. L'objectif, c'est vraiment de m'accrocher sur les 3 priorités, 3 max, hein. Des fois, ça peut être qu'une seule, mais c'est les 3 prochains mois, donc le prochain trimestre, hein, qui va arriver. Quelles sont les perspectives? Donc, s'ils sont déjà établis bien à l'avance, hein, puisque le plan annuel stratégique définit ces choses-là, je les fais en amont. J'ai peut-être ajusté certaines choses, mais voilà un petit peu où j'en suis. Et donc, ça permet de voir la cohérence entre ce qui a été fait juste avant, ce qui a été réussi, pas réussi, ce qui est en cours, ce que je dois reporter, et voir un peu le timing par rapport à l'emploi, par rapport à l'année, par rapport à ce qui a été réussi et où on en est. Donc ça, c'est intéressant, eux qui sont des éléments extérieurs, de me dire un peu ce qu'ils en pensent également par rapport à ce que j'ai prévu de faire. Quatrième temps, et c'est le gros, vraiment le gros, parce que ça prend 45 minutes, c'est les sujets stratégiques. Les sujets, je mets un S. Sujets stratégiques, j'en prends jamais plus de 3. Ça m'est déjà arrivé d'en aborder qu'un seul. Donc ça, c'est vraiment des discussions, et c'est vraiment des discussions, c'est des échanges approfondis. Quand je dis approfondis, il faut aller chercher, chercher, chercher. Et souvent, ces personnes-là, vu qu'ils sont externes à l'entreprise, vous avez beau envoyer vos questions avant et les éléments financiers ou des choses comme ça, ils vont vraiment vous poser des questions pour aller chercher, 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 chercher la meilleure solution et de mieux comprendre le problème. Et des fois, rien que de mieux le comprendre, on va pouvoir avoir différentes solutions ou envisager entre guillemets, d'aller voir plusieurs types de personnes pour trouver la meilleure solution. Donc ça vous permet une seule chose, c'est prendre des décisions éclairées. Et c'est le but principal d'un comité stratégique, un COSTRAT. Donc ça, c'était le quatrième temps, qui dure à peu près 45 minutes. Et le cinquième temps, qui n'est pas à négliger, il prend à peu près un quart d'heure. Les premières fois que vous le vivez, c'est un peu bizarre, c'est le huis clos. Le huis clos, c'est également les recommandations qui peuvent être faites. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que dans un COSTRAT, il y a un président et après, vous avez d'autres personnes dedans. C'est moi, je me retire 5 minutes pour qu'ils puissent discuter librement sans que je sois là. Et juste après, on revient. Et l'objectif, c'est de venir tant sur des félicitations, tant sur des recommandations. Donc ça, c'est intéressant. Et d'en avoir une ou deux, pas plus, par rapport à tout ce qui a été entendu et tout ce qui a été mis. Et donc là, ça vous permet en fait, ce temps-là permet de renforcer en fait la confiance et valorise en fait la contribution. Et il faut jamais sortir d'un COSTRAT en étant dépité. Au contraire, c'est des alliés pour pouvoir encore une fois grandir. On sort des COSTRAT, moi ça travaille beaucoup la nuit qui suit, parce qu'entre ce qu'on avait pensé et tel qu'on en ressort, eh ben on en ressort sacrément grandi, mais par contre, c'est déboussolant au début et ça se doit être déboussolant et il faut que vous soyez prêt à justement recevoir des idées autres que vous n'avez pas forcément pensé. D'où l'idée, c'est pas maintenant que je vais en parler, mais de choisir les bonnes personnes dans votre COSTRAT par rapport à qui ils sont, savoir être pour savoir comment ils vont pouvoir vous parler et de quoi vous avez besoin parce qu'ils sont vraiment à votre service. De quoi vous avez besoin par rapport à votre entreprise et donc vous les prenez par rapport aux compétences et ce qu'ils ont pu vivre. Voilà. Et donc la complémentarité dans ce COSTRAT est hyper important. Dernier élément, dans la partie de la gouvernance, c'est allouer du temps pour la réflexion stratégique. Vous avez vu que ce sujet aujourd'hui est beaucoup sur le mindset. Et il est hyper important, j'insiste, mais jamais assez, sur le temps alloué à la stratégie. On est tellement des fois focalisé sur l'exécution et sur l'opérationnel qu'il faut sortir la tête de l'eau. Ça fait du bien, on prend de la hauteur. Et donc ça, c'est votre rôle de dirigeant, de le faire bien sûr pour vous, et d'amener vos équipes à savoir le faire également. Donc il faut allouer du temps. Si vous allouez pas du temps à le faire, vous ne pourrez pas avoir cette réflexion stratégique. C'est pas possible. Et vous devez le faire par vous-même, vous devez le faire avec votre équipe. Vous devez le faire quand je vous dis avec le COSTRAT, c'est également une notion de prendre du temps sur la stratégie. Donc ça, il faut le faire. Et ça vous permet de mieux aborder les futurs défis et les défis qui existent dans notre marché et également les défis de votre entreprise.
Je vous l'ai dit, moi je le fais une fois par trimestre avec le Costrat. Je le fais aussi une fois par mois et personnellement. Et après vous avez des routines quotidiennes que vous pouvez faire. Vous pouvez également vous mettre au vert avec vos équipes. Donc organisez-le comme vous le désirez, mais il faut le faire à plusieurs niveaux et plusieurs fois dans l'année. Prendre du temps de recul par rapport à vos affaires quotidiennes. Hyper important. Je fais du sport, vous le savez, je cours notamment. Avant chaque Costrat, je vais courir 1 heure. Et je ne travaille pas juste avant. L'objectif, c'est vraiment d'être prêt, entre guillemets, à avoir l'esprit ouvert, de se mettre dans cet état d'esprit pour pouvoir accueillir justement ce qui va être partagé. L'utilisation d'une méthode structurée, parce que là je vous donne de la méthode, peut guider en fait des process de réflexion. Donc sachez que c'est vraiment l'objectif d'être méthodologique, même dans la stratégie, pour pouvoir mettre les bonnes conditions pour arriver à avoir ces temps de réflexion stratégique. Ça permet également d'analyser en profondeur les choses. La stratégie, c'est mieux connaître ce qui s'est passé avant, ce que vous vivez maintenant pour tendre vers le futur. Donc il faut avoir ce temps, ça demande du temps pour analyser en profondeur, j'insiste vraiment là-dessus, et d'identifier des nouvelles opportunités. C'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Et identifier des nouvelles opportunités, ça demande de bien connaître son marché, bien connaître son réseau et prendre ce temps d'analyse, etc. Je parle également de notions de salon, de congrès, de formation. C'est toutes ces choses-là qui à un moment permet d'avancer, de prendre les bonnes décisions. C'est aussi d'accepter d'aller voir et d'aller dans des voies inexpérimentées. Parce que si vous n'allez pas dans ces voies-là, ça tombe, il y a des pépites à prendre. Donc j'ai pas dit de faire que ça, il y a des bases. 50%, il faut faire d'abord ce qui réussit, ce qui marche et ce qui fonctionne. Mais après, il y a des choses où il faut quand même aller chercher des nouvelles choses qu'on n'a pas encore fait, sortir de sa zone de confort pour pouvoir, encore une fois, progresser et de viser cette croissance. Donc, c'est un processus, vous allez voir que je vous ai parlé de méthode, mais je vous parle aussi de process qui est en constante évolution. D'accord ? Constante, mais pour viser quoi? L'harmonie de la vie de votre entreprise. Votre entreprise est une entreprise morale, faite de personnes, et c'est ça qu'il va falloir essayer d'harmoniser et de vivre cette fameuse aventure humaine. C'est ça, honnêtement, avec du recul, qui est le plus kiffant par rapport à votre entreprise. Donc, ce projet-là, ça va refléter également la nature continue, la nature entrepreneuriale que vous avez en vous, et la culture entrepreneuriale que vous voulez mettre dans votre entreprise. Donc, il faut viser l'adaptation, l'innovation, la vision stratégique. Donc, c'est ces choses-là, l'adaptation, la vision stratégique. C'est ça les piliers, pour moi, de la croissance durable. Je les répète, l'adaptation, l'innovation et la vision stratégique. Et donc, je vous pose la question, combien de temps vous passez et vous prenez pour prendre du temps sur cette fameuse stratégie voilà, par rapport à votre entreprise, encore une fois, que vous soyez solopreneur ou entrepreneur. Voilà un petit peu, on arrive sur la fin, et c'est là-dessus que je voulais vous remettre en question, sur le temps. Et je finis par une petite citation qui est « L'entrepreneur de croissance alloue du temps à la réflexion stratégique, sculptant l'avenir avec discernement ». Je vous refais cette phrase et on se quitte là-dessus. L'entrepreneur de croissance, donc vous-même dirigeant, alloue du temps à la réflexion stratégique, sculptant l'avenir avec discernement. Et je pense que cette citation reprend l'ensemble de toute la démarche que je vous ai transmise dans le but d'être et d'agir en dirigeant de croissance. Voilà, je vous quitte là-dessus. Soyez un dirigeant inspiré, soyez une équipe performante, ayez un projet d'entreprise visionnaire et mettez en place une gouvernance éclairée. Je vous dis à très vite. Corespa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Corespa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Corespa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Corespa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous. Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.